Une millionnaire a suivi en cachette un père célibataire après le boulot. Ce qu'elle a découvert a tout changé. Avant de commencer, sachez que cette communauté est présente sur tous les continents. Si ça vous dit, dites-nous dans quelle ville vous êtes. Le lustre en cristal projetait des ombres prismatiques dans le bureau d'Isabella Montgomery alors qu'elle relisait les rapports de présence pour la 3e fois cette semaine. Son doigt manucuré tapotait avec impatience le bureau en acajou, s'arrêtant sur un nom qui lui était de plus en plus familier. Marcus Chen, encore en retard. Pour la 4e fois ce mois-ci. Sharon, a-t-elle appelé dans l'interphone, d'une voix assez aiguë pour couper du verre. Envoie Monsieur Chen dans mon bureau immédiatement. Il n'est pas encore arrivé, mademoiselle Montgomery, a répondu la réceptionniste avec hésitation. Isabella a serré les mâchoires. À 27 ans, elle avait bâti son empire technologique à partir de rien, transformant une start-up universitaire en une société multimillionnaire. Elle n'était pas arrivée là en tolérant les excuses ou les absences mystérieuses. Tous les employés de Montgomery Industries savaient que la ponctualité n'était pas seulement attendue, elle était obligatoire. Elle ouvrit le dossier de Marcus sur son ordinateur. Développeur de logiciels de 35 ans embauché il y a 18 mois. Son travail était impeccable quand il était présent, mais ces derniers temps, son comportement était inquiétant. La photo montrait un homme aux yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique, aux cheveux bruns légèrement ébouriffés et au regard fatigué de quelqu'un qui portait un poids plus lourd que de simples dépôts de code. Père célibataire, indiquait le dossier. Une fille, âge non précisé. Isabella avait toujours été fière de diriger une entreprise favorable à la famille, mais la famille ne pouvait pas être une excuse pour profiter de sa générosité. Elle avait travaillé 100 heures par semaine pour bâtir cet empire, sacrifiant tout, ses relations, ses réunions de famille, même les funérailles de sa sœur il y a 3 ans. Ce souvenir était encore douloureux, lui rappelant des choix irréversibles. Son téléphone vibra. Madame Montgomery, Monsieur Chen vient d'arriver. Dois-je? Non. Isabella se leva en lissant son tailleur de créateur. Je vais le voir. Le trajet en ascenseur jusqu'à l'étage du développement lui donna le temps de se ressaisir. Elle maîtrisait l'art de la visite inopinée. Rien ne rendait les employés plus honnêtes que de savoir que le PDG pouvait apparaître à tout moment. Les portes s'ouvrirent pour révéler le chaos familier du département technique. Plusieurs écrans brillants, le cliquetis des claviers, l'odeur du café froid et des boissons énergisantes. Marcus était assis à son bureau, encore essoufflé, sa veste à moitié enlevée. Il tapait furieusement sur son clavier, probablement pour rattraper le temps perdu. Isabella l'observa un instant derrière une cloison. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux plus ébouriffés que d'habitude. Elle remarqua un petit pansement sur sa main qu'elle n'avait pas vu auparavant. Monsieur Chen. Il se retourna brusquement, manquant de renverser sa tasse de café. Madame Montgomery, je suis vraiment désolé d'être en retard. Je peux vous expliquer. Salle de conférence maintenant. Elle fit demi-tour sans attendre sa réponse. La petite salle de réunion semblait étouffante, tandis que Marcus s'asseyait en face d'elle, tripotant nerveusement son stylo. De près, elle pouvait voir la fatigue gravée sur son visage. Ses épaules s'affaissaient comme s'il portait un fardeau invisible. C'est la 4e fois ce mois-ci. Isabella commença d'une voix froide et professionnelle. Votre contrat stipule clairement... Je sais. Sa voix était calme mais ferme. Je suis vraiment désolé. J'ai eu des problèmes à la maison. On a tous des problèmes, Monsieur Chen. Je dirige une entreprise, pas une association caritative. Quelque chose a brillé dans ses yeux. Était-ce de la colère, de la déception? Mais cela a rapidement disparu, remplacé par de la résignation. Vous avez raison. Cela ne se reproduira plus. Vous voyez? Cela ne se reproduit pas. Un incident de plus et nous devrons discuter de votre avenir ici. Elle s'est levée pour partir, puis s'est arrêtée. Votre fille est-elle malade? La question semblait l'avoir prise au dépourvu. Ma fille? Non, elle va bien. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, une hésitation qui mit Isabella en alerte. Elle avait négocié avec des PDG du Fortune 500, elle savait repérer un mensonge en un clin d'œil. Marcus Chen cachait quelque chose. En retournant vers l'ascenseur, Isabella se fit une note mentale de demander à la sécurité de le surveiller. Quoi qu'il se passe, elle le découvrirait. Elle n'avait pas bâti son empire en étant naïve quant à la nature humaine. Les gens mentaient, trichaient, volaient, quand ils pensaient que personne ne les regardait. La seule question était, quel était le secret de Marcus Chen? Les portes de l'ascenseur se refermèrent, reflétant son image parfaitement composée. Mais pendant un instant, elle crut voir autre chose dans ce reflet, le fantôme de la femme qu'elle était autrefois, avant que le succès ne durcisse son cœur. De retour à son bureau, Marcus fixait l'écran de son ordinateur sans le voir. Son téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS. « Monsieur Chen, Emma a eu une autre crise pendant la thérapie. Elle va bien maintenant, mais elle n'arrête pas de vous demander, Janet. » Il jeta un coup d'œil à l'horloge. 14h47. S'il partait maintenant,
Il pourrait arriver au centre avant la fin de la séance avec les enfants. Mais l'avertissement d'Isabella Montgomery résonnait dans son esprit. Un incident de plus. Il pensa au visage d'Emma, à la façon dont elle s'illuminait quand il entrait dans la pièce, à la façon dont elle l'appelait Monsieur M parce qu'elle n'arrivait pas à prononcer son nom de famille. Puis il y avait Tommy, qui venait d'apprendre à compter jusqu'à 10 et qui insistait pour le montrer à Marcus à chaque fois. Et les autres, chacun avec ses propres difficultés, ses propres petites victoires qui comptaient énormément. Son boulot habituel lui permettait de payer les factures et d'offrir un toit à sa fille. Mais ses enfants avaient aussi besoin de lui. Tout avait commencé par une faveur ponctuelle à Janet, la thérapeute du centre communautaire. Sa fille, Lily, avait fréquenté le même groupe de jeu avant l'accident qui avait coûté la vie à sa femme. Janet avait été là pour lui pendant la période la plus sombre de sa vie. Lorsqu'elle l'avait appelé 6 mois plus tôt, désespéré de trouver de l'aide pour son programme sous-financé destiné aux enfants ayant des besoins spéciaux, il n'avait pas pu refuser. Désormais, 2 fois par semaine, parfois plus, il passait ses pauses déjeuner et ses après-midi à enseigner les bases de l'informatique, à lire des histoires ou simplement à être présent pour des enfants qui avaient rarement des figures masculines positives dans leur vie. Le centre n'avait pas les moyens de le rémunérer et il ne l'avait jamais demandé. Voir Emma se déplacer dans son fauteuil roulant pour lui montrer ses dessins, voir le visage de Tommy s'illuminer lorsqu'il reconnaissait les lettres sur le clavier, c'était une récompense suffisante. Mais comment expliquer ça à Isabella Montgomery, cette femme connue pour bosser même à Noël, qui avait bâti son empire sur l'efficacité et les marges bénéficiaires? Elle ne comprendrait jamais que certaines choses étaient plus importantes que les rapports de ponctualité. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre SMS de Janet, cette fois avec une photo. Emma, dans son fauteuil roulant rose vif, tenait un dessin représentant un papillon. Elle disait « C'est pour Monsieur M, pour quand il viendra aujourd'hui ». Marcus prit sa décision. Il enregistra son travail, attrapa sa veste et se dirigea vers la sortie. Certaines choses valaient la peine de tout risquer. Isabella regarda depuis la fenêtre de son bureau la Honda cabossée de Marcus quitter le parking à 15h15. Ses soupçons se confirmèrent. Quoi qu'il cache, elle allait le découvrir. Elle appuya sur un bouton de son téléphone. « Sharon, libérez mon agenda de l'après-midi. J'ai une course à faire. » Sa Mercedes argentée démarra en ronronnant et elle le suivit à distance respectable. La route s'éloignait des tours scintillantes du centre-ville, passait devant des centres commerciaux de banlieue et menait à une partie de la ville qu'elle visitait rarement. Des bâtiments délabrés, des murs couverts de graffitis, des magasins de chèques à chaque coin de rue. Qu'est-ce que Marcus pouvait bien avoir à faire ici? Il se gara sur le parking d'un centre communautaire. La peinture du bâtiment s'écaillait, les équipements de l'aire de jeu étaient rouillés. Isabella se gara de l'autre côté de la rue et le regarda sortir un sac à dos usé de son coffre et se précipiter à l'intérieur. Trafic de drogue, réseau de jeux d'argent. Son esprit passait en revue toutes les possibilités, chacune plus grave que la précédente. Elle attendit 5 minutes avant de le suivre, ses talons de créateur claquant de façon harmonieuse sur le trottoir fissuré. Le hall du centre communautaire était propre mais délabré. Des affiches motivantes recouvraient les murs tachés d'eau. Un panneau dessiné à la main indiquait un couloir. Salle Sunshine, programme pour amis spéciaux. Isabella suivit le bruit des rires et des voix. À travers une petite fenêtre dans la porte, elle vit quelque chose qui la fit se figer. Marcus était assis en tailleur sur un tapis coloré, entouré d'enfants. Une petite fille dans un fauteuil roulant rose lui montrait un livre, ses gestes animés le faisant sourire. Un garçon présentant les caractéristiques distinctives du syndrome de Down était assis à côté de lui, plaçant soigneusement des blocs selon un motif que Marcus lui avait montré. 3 autres enfants utilisant divers appareils d'aide à la mobilité et présentant des différences de développement étaient dispersés autour d'eux. Tous étaient concentrés sur différentes activités, mais visiblement à l'aise en sa présence. Monsieur M regarda la fille en fauteuil roulant. Emma, comprit Isabella en lisant le badge, lui montra son dessin. C'est toi, moi, Tommy et tout le monde. Le visage de Marcus se transforma lorsqu'il regarda le dessin, les rides de fatigue disparaissant pour laisser place à une joie sincère. C'est magnifique, Emma. On l'accroche sur notre mur spécial? Oui, mais tu dois aussi le signer, comme un vrai artiste. Isabella regarda, fascinée. Marcus aidait Emma à ajouter sa signature à son œuvre. Ses gestes étaient patients, doux, complètement à l'opposé du développeur stressé qu'elle voyait au bureau. Lorsque Tommy compta ses blocs, 1, 2, 3, 4, 5, Marcus se réjouit comme si l'enfant venait de résoudre le problème de la faim dans le monde. Monsieur Chen est notre faiseur de miracles. Une voix à côté d'elle dit doucement. Isabella sursauta et se retourna pour trouver une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants et vêtue d'une blouse usée. Le badge de la femme indiquait « Janet, directrice du programme ». Je ne voulais pas m'immiscer,
dit Isabella, soudain consciente de son apparence déplacée dans son costume coûteux. « Êtes-vous parent ? Nous recherchons toujours des bénévoles. »« Non, je travaille avec Monsieur Chen. » Ces mots lui semblaient étranges. Je ne savais pas qu'il faisait ça. L'expression de Janet s'adoucit. Il n'en parle pas. Il a commencé à venir il y a 6 mois, juste après qu'on ait perdu notre financement pour une aide supplémentaire. Ces enfants ont besoin de routine et de cohérence. Marcus ne manque jamais une séance. Même quand elle s'interrompit, semblant se reprendre. Eh bien, il est juste très dévoué. Même quand ? Quoi ? Janet hésita, puis sembla prendre une décision. Même quand sa propre fille est à l'hôpital. Lily souffre d'épilepsie, mal contrôlée. Certaines semaines sont plus difficiles que d'autres, mais il vient quand même, disant que les enfants comptent sur lui. Isabella sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Toutes ces absences, l'épuisement, le bandage sur sa main, probablement dû à une chute lors d'une crise, et elle avait menacé son emploi. À travers la fenêtre, elle regarda Emma se diriger en fauteuil roulant vers un coin où étaient rangées les fournitures artistiques. Les mouvements de la petite fille étaient assurés malgré ses limites. Son visage était rayonnant de détermination. Il y avait quelque chose dans son profil. La détermination de son menton lui semblait familière, mais c'était impossible. Isabella avait coupé tous les liens avec cette partie de son passé. « Depuis combien de temps Emma vient ici ?» demanda-t-elle, en essayant de paraître désinvolte. « Environ 2 ans maintenant. La pauvre a perdu ses parents dans un accident. Elle vit avec une grand-mère âgée qui fait de son mieux. » Mais Janet secoua la tête. Les enfants comme Emma ont besoin de plus de soutien qu'une seule personne ne peut leur apporter. C'est pourquoi des programmes comme celui-ci et des gens comme Marcus sont si importants. Un sentiment de froid s'est emparé d'elle. Un accident. Il y a 2 ans, une petite fille qui aurait aujourd'hui 7 ans. Quel était son nom de famille? La question lui est sortie étranglée. Janet la regardait d'un air étrange. « Je ne devrais pas vraiment. S'il vous plaît. » Le sang-froid soigneusement construit d'Isabella était en train de se fissurer. « C'est important. Walker. Emma Walker. » Le monde bascula. Isabella s'agrippa au cadre de la porte, l'esprit en ébullition. Sa sœur Catherine avait épousé un Walker. Elle avait une fille prénommée Emma. Mais Catherine était morte dans cet accident de voiture il y a 3 ans, avec son mari. Isabella était à Tokyo pour conclure un contrat important. Elle avait envoyé des fleurs à l'enterrement, un chèque pour couvrir les frais, mais elle n'y avait pas assisté. La famille était furieuse, les relations rompues. Elle avait supposé qu'Emma était partie chez la famille de son père, trop prise par son boulot pour se renseigner. « Ça va ?» La voix de Janet semblait venir de très loin. À travers la fenêtre, Marcus aidait maintenant Emma avec sa tablette, lui apprenant à épeler des mots simples. Le rire de la petite fille était joyeux, confiant. Elle le regardait comme s'il était le meilleur du monde. Le téléphone d'Isabella a vibré. Un rappel pour une réunion du conseil d'administration, les rapports trimestriels à rendre, une conférence téléphonique avec les investisseurs. L'empire qu'elle avait bâti exigeait son sacrifice quotidien. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était la fille de sa sœur, vivante et rieuse, dans un centre communautaire délabré, prise en charge par l'employé qu'elle venait de menacer de licencier. « Je dois y aller », réussit-elle à dire en s'éloignant de la porte. « Attends !» lui lança Janet. Mais Isabella était déjà en train de s'enfuir, ses talons résonnant dans le couloir vide. Dans sa voiture, elle était assise, tremblante, submergée par les souvenirs. La voix de Catherine lors de ce dernier appel téléphonique. « Bella, s'il te plaît, juste un jour, viens rencontrer ta nièce comme il se doit. Elle me demande des nouvelles de sa tante Bella. »« Je ne peux pas, Cathy. L'affaire à Tokyo. Il y a toujours une affaire, Bella. Mais Emma ne restera pas petite éternellement. Elle avait raison. Emma n'était pas restée petite. Elle était devenue une courageuse fillette de 7 ans qui peignait des papillons et apprenait à épeler malgré son fauteuil roulant, malgré la perte de tous ses proches. Tous ses proches, y compris sa tante, qui avait préféré les marges bénéficiaires aux cadeaux. Isabella regarda dans son rétroviseur Marcus sortir 1 heure plus tard, l'air fatigué, mais étrangement plus léger. Il avait passé son après-midi sans être payé, sans être reconnu, à être la personne dont sa nièce avait besoin, tandis qu'elle avait passé la sienne à le soupçonner de crimes d'entreprise. Alors que sa Honda disparaissait dans la circulation, Isabella resta garée, paralysée par le poids de sa découverte. Elle avait tout, l'argent, le succès, le pouvoir. Mais Marcus Chen, avec ses vêtements froissés et sa voiture cabossée, avait quelque chose d'infiniment plus précieux. Il avait la confiance d'Emma, son affection, ses papillons peints à la main. Il avait la vie qu'Isabella avait jetée. Le bâtiment de Montgomery Industries se dressait comme un monument de verre à l'ambition. Alors que l'aube se levait sur la ville, Isabella était dans son bureau depuis 4 heures du matin, fixant le même rapport financier depuis 3 heures sans en comprendre un seul chiffre. Le visage d'Emma la hantait, ses yeux brillants qui ressemblaient tant à ceux de Catherine, ce menton déterminé qui lui rappelait leur père.
Elle avait passé la nuit à faire des recherches, utilisant ses ressources considérables pour reconstituer ce qui s'était passé après l'accident. Le parcours était déchirant. Emma était bien partie chez sa grand-mère paternelle, Martha Walker, âgée de 74 ans, qui vivait de l'aide sociale dans un petit appart. Les frais médicaux liés à l'accident avaient vidé toutes leurs économies. Rien que le fauteuil roulant d'Emma coûtait plus que le revenu annuel de Martha. On avait essayé de contacter Isabella. 3 lettres des services sociaux que son assistante avait classées dans les affaires personnelles non urgentes. 2 appels de Martha Walker elle-même qu'Isabella, trop occupée, n'avait pas pu rappeler. Puis plus rien. Son téléphone de bureau a sonné. Madame Montgomery. Monsieur Chen vient d'arriver. Il a 30 minutes d'avance aujourd'hui. En avance? Bien sûr, il essayait probablement de compenser son absence de la veille. Isabella a affiché les images de vidéosurveillance sur son ordinateur et a regardé Marcus entrer dans le bâtiment. Il se déplaçait différemment de ses autres employés. Pas d'arrogance, pas de précipitation, juste une détermination tranquille. Elle a repensé à son apparence, assis sur ce tapis coloré, entouré d'enfants qui l'adoraient. Combien de personnes avaient un but aussi pur dans leur vie? Combien de ces cadres passeraient leur temps libre dans un centre communautaire délabré à apprendre à des enfants ayant des besoins spéciaux à compter des blocs? Sharon, appela-t-elle par l'interphone. J'ai besoin de tous les dossiers personnels de Monsieur Chen, tout. Sa candidature, ses références, ses évaluations de performance, et je veux une vérification complète de ses antécédents avant midi. Y a-t-il un problème, Madame Montgomery? Faites-le, c'est tout. La matinée s'écoula lentement, ponctuée d'une série de réunions dont Isabella se souvenait à peine. Son esprit ne cessait de vagabonder vers ce centre communautaire, vers le fauteuil roulant rose d'Emma, vers le dessin de papillon destiné à Monsieur M. Elle avait bâti son empire grâce à sa concentration et à sa détermination. Mais à présent, ses pensées s'éparpillaient comme des feuilles dans une tempête. La vérification des antécédents arriva comme promis. Isabella verrouilla sa porte et étala les dossiers sur son bureau. Marcus Chen, diplômé du MIT, major de sa promotion. Il aurait pu travailler n'importe où. Google, Apple, n'importe quel géant de la Silicon Valley. Au lieu de ça, il avait accepté un poste dans une petite entreprise de logiciels médicaux après avoir obtenu son diplôme, développant des programmes pour les hôpitaux pour enfants. Sa vie avait pris un tournant il y a 5 ans. Il avait épousé Sarah Lynn, une infirmière pédiatrique. Leur fille Lily était née. Puis, 3 ans plus tard, un conducteur ivre sur l'autoroute I-95. Sarah était morte sur le coup. Lily, attachée dans son siège auto, a survécu, mais a subi un traumatisme crânien qui a déclenché une épilepsie sévère. Les mains d'Isabella tremblaient tandis qu'elle lisait les rapports de l'hôpital. 6 mois en soins intensifs pédiatriques, des traitements expérimentaux, des frais médicaux qui auraient ruiné la plupart des familles. Marcus avait tout vendu, leur maison, ses stocks options, même sa voiture. Il avait emménagé dans un petit appartement, pris des missions en freelance en plus de son boulot, et avait réussi à s'en sortir. Le lien avec le centre communautaire s'est fait grâce à Sarah. Sa nécrologie mentionnait son travail bénévole auprès d'enfants ayant des besoins spéciaux, sa conviction que chaque enfant méritait de réaliser son plein potentiel. Marcus avait commencé à faire du bénévolat 6 mois plus tôt, 2 ans et demi après sa mort. Quand il a enfin pu regarder les autres enfants sans voir uniquement sa propre perte, Isabella s'est écartée de son bureau. Débordée, elle l'avait jugé pour son retard, avait menacé son emploi, l'avait soupçonné d'espionnage industriel. Pendant ce temps, il honorait la mémoire de sa défunte épouse, aidait des enfants comme Emma tout en luttant contre la crise médicale de sa propre fille. Son téléphone s'illumina de messages. Le bureau de Tokyo avait besoin d'une approbation pour une fusion. Le conseil d'administration voulait des mises à jour sur les projections trimestrielles. Un journaliste spécialisé dans les technologies demandait une interview sur les femmes à des postes de direction. L'Empire ne dormait jamais, ne cessait jamais d'exiger. Mais Isabella ne pensait qu'à une fillette de 7 ans qui avait tout perdu et qui avait trouvé l'espoir dans un centre communautaire délabré. Prise en charge par un homme qui comprenait intimement la perte, elle prit une décision qui aurait choqué son conseil d'administration. Isabella Montgomery, la PDG qui ne manquait jamais une réunion, qui vivait pour les affaires, libéra son agenda pour l'après-midi. « Sharon, je serai absente pour le reste de la journée. Une urgence personnelle. Dois-je reprogrammer tout ce que tu as reprogrammé ?» Le trajet jusqu'à l'appartement de Martha Walker, la conduite à travers des quartiers qu'elle n'avait vus que depuis les ponts autoroutiers, les centres commerciaux, les arrêts de bus, les laveries automatiques et les magasins à $1. L'Amérique que sa luxueuse voiture électrique n'avait jamais explorée. Le GPS l'a conduite jusqu'à un immeuble de 3 étages aux fenêtres grillagées et au portail de sécurité cassé. Isabella est restée assise dans sa voiture pendant 20 minutes, le courage lui manquant. De quel droit pouvait-elle se présenter maintenant? Que pouvait-elle bien dire pour justifier 3 ans d'absence?
Un bus scolaire s'est arrêté et elle a regardé les enfants se disperser vers leur maison. Puis elle a vu Emma dans son fauteuil roulant rose être descendue sur la plateforme du bus. Une femme âgée attendait sur le trottoir, voûtée par l'âge, mais souriant chaleureusement alors qu'Emma roulait vers elle. Martha Walker ressemblait exactement à la grand-mère d'un livre d'histoire, avec ses cheveux blancs et doux, ses yeux bienveillants derrière des lunettes épaisses et son pull tricoté à la main malgré la chaleur de l'après-midi. Elle se déplaçait lentement, une main posée sur le fauteuil roulant d'Emma pour se soutenir et la guider. « Grand-mère, on peut s'arrêter au jardin? Monsieur M a dit qu'il y aurait peut-être des papillons aujourd'hui, peut-être demain. Ma chérie, grand-mère est fatiguée aujourd'hui. » Isabella les regarda avancer sur le trottoir fissuré. Martha avait du mal à pousser le fauteuil roulant sur le béton irrégulier. Elles disparurent dans l'entrée sombre de l'immeuble et Isabella comprit enfin toute la portée de son abandon. C'était la réalité d'Emma, une tutrice aimante mais âgée, un immeuble sans accès adapté au fauteuil roulant, des papillons que l'on ne pouvait voir que depuis les fenêtres du centre communautaire. Elle retourna en silence à son appartement-terrasse, passa devant le portier qui se mit au garde-à-vous, prit l'ascenseur privé jusqu'à son espace immaculé surplombant la ville. Le contraste était obscène. Elle avait tout et rien. Martha Walker n'avait rien et tout. Cette nuit-là, Isabella fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle regarda de vieilles photos, des souvenirs numériques enfouis dans le cloud. Catherine à son mariage, radieuse en blanc. Les premières photos du bébé Emma. Les textos fiers de sa tante auxquels Isabella avait répondu entre deux réunions. Le dernier Noël en famille avant que le succès ne l'engloutisse complètement. Catherine, son mari David, le bébé Emma et Isabella regardant son téléphone pendant que les autres ouvraient leurs cadeaux. Elle trouva le dernier message vocal que Catherine lui avait laissé, enregistré par accident dans une vieille sauvegarde. « Bella, c'est moi. Je sais que tu es occupée avec Tokyo, mais Emma a appris un nouveau mot aujourd'hui. Papillon. Elle en a vu un dans le jardin et n'arrêtait pas de le pointer du doigt. Ça m'a fait penser à quand on était petite. Tu te souviens comment tu les attrapais pour moi parce que j'avais trop peur? Bref, appelle-moi quand tu peux. Je t'aime. » 2 semaines plus tard, Catherine était morte. Isabella écouta le message 3 fois, mémorisant chaque intonation, chaque pause. Sa sœur avait pensé à leur enfance commune, tandis qu'Isabella avait pensé aux marges bénéficiaires. Catherine avait enseigné à Emma ce qu'étaient les papillons, tandis qu'Isabella avait enseigné à des étudiants en MBA comment dominer le marché. Son ordinateur portable sonna pour signaler l'arrivée d'un email marqué comme urgent. L'accord avec Tokyo nécessitait son attention. Un concurrent tournait autour, essayant de proposer un prix inférieur à leur offre. L'ancienne Isabella aurait passé toute la nuit à élaborer une stratégie, à préparer la riposte parfaite. Au lieu de ça, elle ferma son ordinateur portable et sortit un bloc-notes. Comment aider Emma sans tout détruire? Elle écrivit quelque chose en haut de la page, puis le barra. Comment reprendre une vie qu'on avait abandonnée? Comment expliquer 3 ans de silence? L'argent, c'était facile. Elle pouvait faire un chèque qui résoudrait tous les problèmes pratiques. Mais Emma n'avait pas besoin de l'argent coupable d'une tante absente. Elle avait besoin de ce que Marcus Chen lui donnait librement. Une présence, de la patience, un but. Isabella rédigeait des listes, dessinait des schémas, abordait le problème comme un défi commercial. Mais les cœurs humains n'étaient pas des marges bénéficiaires. Les familles brisées n'étaient pas des entreprises fusionnées. Certaines erreurs ne pouvaient pas être corrigées par une planification stratégique. À l'approche de minuit, elle se retrouva à sa fenêtre, regardant les lumières de la ville. Quelque part, Marcus était probablement en train de veiller sur Lily, de lui administrer ses médicaments, en espérant qu'elle passe une nuit sans crise. Martha aidait Emma à se préparer pour aller au lit, lui lisait probablement une histoire, jouant le rôle de parent qu'Isabella avait choisi de ne pas assumer, et Emma rêvait-elle de papillons? Se posait-elle des questions sur la tante dont sa mère lui avait parlé, celle qui était toujours trop occupée pour leur rendre visite? Isabella avait passé 3 ans à ériger des murs autour de son cœur, se disant que le succès exigeait des sacrifices. Mais voir Marcus avec ses enfants avait fait bouger quelque chose en elle. Il avait perdu sa femme, fait face à la maladie de sa fille, connu des difficultés financières, et pourtant, il avait encore de la place dans sa vie pour Emma, pour Tommy, pour des enfants qui n'étaient pas les siens, mais qui avaient quand même besoin de lui. L'empire qu'elle avait construit lui semblait soudainement vide de sens. Toutes ses victoires, ses marchés conquis, ses profits records. Que signifiait-il si elle n'était même pas capable d'affronter sa propre nièce? Son téléphone vibra, lui signalant un SMS de son directeur financier au sujet de la situation à Tokyo. Isabella le regarda longuement, puis fit quelque chose d'inédit. Elle éteignit son téléphone. Demain, elle devrait trouver comment combler le fossé qu'elle avait creusé. Comment être la tante qu'Emma méritait, la sœur que Catherine croyait qu'elle pouvait être. Comment apprendre d'un humble développeur de logiciels ce qui comptait vraiment dans la vie.
Mais ce soir, elle allait simplement s'asseoir avec le poids de cette prise de conscience. Le secret de Marcus Chen n'avait rien de honteux. Il était magnifique. Et son propre secret, cette nièce abandonnée qu'elle avait ignorée pendant 3 ans, était le véritable scandale de cette histoire. La ville palpitait en contrebas, indifférente à ces révélations. Mais pour la première fois depuis des années, Isabella Montgomery, PDG et bâtisseuse d'empire, ressentait les prémices de quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais. L'espoir. Marcus arriva au centre communautaire jeudi après-midi et trouva le chaos. Les véhicules d'urgence encombrèrent le parking. Leurs gyrophares projetaient des ombres rouges et bleues sur la façade usée du bâtiment. Le cœur battant, il abandonna sa voiture et courut vers l'entrée, l'esprit envahi par toutes sortes de possibilités terribles. Lily était en sécurité à l'école, mais Emma, Tommy, les autres... Monsieur Chen. Janet apparut à la porte, le visage tendu mais soulagé. « Dieu merci, vous êtes là, on a dû évacuer. » La conduite d'eau principale du bâtiment a éclaté. Toute l'aile était inondée. À travers la porte, il pouvait voir l'eau s'infiltrer à travers le linoléum. L'entrée de la salle de soleil était déjà inondée jusqu'aux chevilles. Les agents d'entretien attendaient avec leur équipement, le visage sombre. « Où sont les enfants ?» demanda Marcus en scrutant la foule de personnes déplacées. « Dans le parking, on a fait sortir tout le monde en toute sécurité. » Mais la voix de Janet se brisa. « La salle de soleil est détruite. Tout le matériel, les supports sensoriels, les ordinateurs que tu as aidé à installer, tout est fichu et notre budget est déjà serré. » Marcus la suivit jusqu'à un petit groupe rassemblé près de l'entrée latérale du bâtiment. Emma était assise dans son fauteuil roulant, serrant contre elle une peinture de papillon détrempée, celle qu'elle avait faite pour lui. Tommy se tenait à côté d'elle, confus et bouleversé par cette perturbation de sa routine. Les autres enfants avaient l'air tout aussi perdus. Certains pleuraient, d'autres regardaient le chaos avec des yeux écarquillés. Monsieur Mépémé, le visage d'Emma s'est illuminé malgré les circonstances. L'eau est arrivée si vite, comme une cascade à l'intérieur, mais Janet a sauvé mes dessins. Enfin, certains d'entre eux. Il s'est agenouillé à côté de son fauteuil roulant, la gorge serrée. « Je suis content que tu ailles bien, Emma, c'est ce qui compte. »« Mais où irons-nous demain ?» demanda Tommy, son attitude habituellement joyeuse remplacée par de l'anxiété. « Vendredi, c'est le jour de l'informatique. Tu avais promis qu'on ferait des lettres. » Marcus regarda Janet, qui secoua la tête, impuissante. Le directeur du centre communautaire apparut, l'air grave. « Il faudra au moins 6 semaines avant que cette aile soit à nouveau habitable, peut-être plus. L'assurance couvrira la structure, mais pas le contenu, et on n'a pas d'autre espace pour les programmes. 6 semaines. » La voix d'Emma s'affaiblit, mais c'est une éternité. D'autres parents commencèrent à arriver, venant chercher leurs enfants avec des visages inquiets. Marcus entendit des bribes de conversation, des préoccupations concernant la régression, la perturbation des routines, les enfants qui avaient fait tant de progrès et qui allaient maintenant devoir passer des semaines sans soutien. Il regarda le taxi de Martha Walker s'arrêter, vit la consternation de la vieille femme lorsqu'elle comprit la situation. « Ne t'inquiète pas, » dit Martha, essayant de paraître confiante tandis qu'elle aidait Emma à monter dans le taxi. « On trouvera une solution, ma chérie. » Mais Marcus pouvait voir la vérité dans ses yeux. Il n'y avait rien à trouver. Les programmes comme celui-ci n'avaient pas de plan de secours ni de fonds d'urgence. Quand une catastrophe frappait, les plus vulnérables en payaient le prix. Il est resté pour aider Janet à sauver ce qu'il pouvait. La plupart des équipements sensoriels avaient été détruits. Les claviers spéciaux, les tablettes adaptées, les tableaux de communication qui aidaient les enfants non-verbaux à s'exprimer. Des années d'accumulation minutieuse, de demandes de subventions et d'économies, tout cela ruiné en quelques minutes. « Je ne sais pas comment leur dire que nous ne reviendrons pas », dit Janet en tenant un livre détrempé qui s'effritait entre ses mains. Pour certains de ses enfants, c'est la seule chose stable dans leur semaine. Marcus pensa au visage d'Emma, à l'anxiété de Tommy, à toutes les petites victoires qu'ils avaient célébrées dans cette pièce. « On trouvera un moyen », dit-il, même s'il n'avait aucune idée de comment. Ce soir-là, il s'assit avec Lily à leur petite table de cuisine, l'aidant à faire ses devoirs tandis que son esprit réfléchissait à toutes les possibilités. Sa fille passait une bonne journée, sans crise, les médicaments agissant comme ils le devaient. Elle parlait de l'école, de son projet artistique, ignorant totalement à quel point leur vie était précaire. « Papa, ça va ?» demanda Lily, remarquant qu'il était distrait. « Tu as l'air triste. »« Je pense juste à des amis qui ont besoin d'aide, » répondit-il en esquissant d'un sourire. « Alors on devrait les aider, » dit-elle simplement, avec la lucidité propre aux enfants. C'est ce que maman aurait fait. Marcus sentit ses yeux s'embuer. Sarah aurait déjà trouvé une solution. Elle aurait mobilisé des ressources dont il ignorait même l'existence. Mais il n'était pas Sarah. Il n'était qu'un homme déjà à bout, essayant de maintenir ensemble trop de choses qui s'effondraient. Son téléphone vibra, signalant un SMS de Janet. « J'ai appelé 6 autres centres. Personne n'a de place.
Les familles et des enfants sont dévastées. La grand-mère d'Emma a laissé 3 messages pour demander quand nous rouvrirons. Il fixa le message, ressentant le poids de l'impuissance. Demain, Emma demanderait à nouveau à sa grand-mère des nouvelles des papillons. Tommy compterait ses jouets et se demanderait pourquoi Monsieur M n'était pas là pour fêter ça avec lui. Les routines soigneusement établies s'effondreraient. Les progrès seraient réduits à néant et il ne pouvait rien y faire. À 3 kilomètres de là, Isabella Montgomery se tenait dans son bureau tandis que l'équipe de nettoyage travaillait autour d'elle. Elle était là depuis l'aube, mais cette fois-ci, ce n'était pas pour le boulot. L'enquêteur qu'elle avait discrètement engagé lui avait remis un rapport complet sur le centre communautaire. Elle savait que le centre manquait toujours de fric, qu'il était constamment à la recherche de ressources, que Janet avait pris une 2e hypothèque pour que les programmes puissent continuer. Elle savait aussi pour l'inondation. Son réseau l'avait informé en quelques heures, avec une estimation des dégâts et une date de fermeture prévue. Les chiffres étaient insignifiants par rapport à ses moyens. Ce qu'elle dépensait pour un seul dîner d'affaires pouvait tout régler. Mais elle savait aussi que de l'argent qui apparaîtrait comme par magie soulèverait des questions et compliquerait les choses. Le plus intelligent était de rester à distance, de continuer à observer de loin, peut-être de faire un don anonyme, de maintenir les murs qu'elle avait construits. Mais elle revoyait sans cesse le visage d'Emma dans ce parking, tenant son tableau abîmé, lui demandant où elle irait le lendemain. Isabella a pris son téléphone perso. Pas celui de l'entreprise qui n'arrêtait jamais de sonner, mais celui que seule sa famille avait. Elle fit défiler les numéros jusqu'à celui qu'elle n'avait pas composé depuis 3 ans, son doigt s'arrêtant dessus. Martha Walker. Un seul appel pouvait tout changer, mais cela signifierait aussi affronter ce qu'elle avait fait, ce qu'elle était devenue. Elle reposa le téléphone et reprit le rapport de l'enquêteur. Il y avait peut-être un autre moyen, un meilleur moyen, qui ne l'obligerait pas à affronter directement son passé, mais qui pourrait tout de même faire la différence. Sharon, appela-t-elle, même si son assistante était partie depuis des heures. Le bureau vide ne lui renvoya qu'un écho de silence. Isabella avait l'habitude d'être seule au sommet, mais ce soir-là, c'était différent, plus lourd. Elle consulta les annonces immobilières sur son ordinateur à la recherche de locaux commerciaux à louer à une distance raisonnable du centre communautaire. Sa société possédait plusieurs immeubles dans ce quartier, acquis il y a des années dans le cadre d'un portefeuille. La plupart étaient vides, en attendant que le quartier se gentrifie suffisamment pour rendre leur développement rentable. L'un d'entre eux attira particulièrement son attention. Un ancien studio de danse de 3000 pieds carrés, accessible aux fauteuils roulants, actuellement vacant. Il était propre, sec et disponible immédiatement. Le loyer serait négligeable pour son entreprise et pourrait même être considéré comme un don caritatif. Mais comment y parvenir sans révéler son lien avec Martha? Comment aider sans avoir à affronter la douleur dans les yeux de Martha? Les questions dans la voix d'Emma. Isabella commença à taper un email à son équipe de gestion immobilière, puis le supprima, recommença, le supprima à nouveau, elle qui commandait les salles de réunion et pliait les marchés à sa volonté. Elle se sentait paralysée par le simple fait d'aider un enfant qu'elle avait abandonné. Son téléphone de bureau sonna. C'était le poste de sécurité de nuit, qui se demandait probablement pourquoi elle était encore là. Elle laissa le répondeur prendre le message, perdu dans le labyrinthe qu'elle avait elle-même créé. Malgré toute sa brillante stratégie, elle était incapable de résoudre le simple problème de savoir comment aimer sans perdre le contrôle. Le vendredi matin arriva, gris et pluvieux, et Marcus se tenait devant le centre communautaire fermé, une pancarte faite à la main collée sur la porte. Programmes annulés jusqu'à nouvel ordre en raison d'une inondation. Son téléphone n'avait pas arrêté de vibrer toute la matinée à cause des textos des parents. La grand-mère d'Emma avait appelé 2 fois, la 2e fois en larmes. « Elle n'arrête pas de demander où est Butterfly depuis qu'elle s'est réveillée, » dit Martha. Elle répète que Monsieur M a promis de lui montrer quelque chose de spécial aujourd'hui. Je ne sais pas quoi lui dire. Il a essayé de se concentrer sur son boulot, mais c'était impossible. Chaque ligne de code lui rappelait quand il avait appris à Tommy à reconnaître les lettres sur le clavier. Chaque notification par email lui faisait penser à l'excitation d'Emma quand elle lui avait envoyé son premier message, juste son nom, écrit lettre par lettre avec soin. À l'heure du déjeuner, au lieu de se rendre au centre comme d'habitude, il s'est retrouvé à rouler sans but sous la pluie. Il passa devant le bâtiment où Sarah travaillait, l'hôpital où elle avait passé tant d'heures à s'occuper d'enfants comme ceux qu'il essayait maintenant d'aider. Que lui aurait-elle dit de faire? Son téléphone sonna. « Janet Marcus, je viens de recevoir un appel super bizarre. Quelqu'un veut nous rencontrer à propos du programme. Il dit qu'il pourrait y avoir de la place pour nous. Tu peux venir à cette adresse dans 1 heure ?» L'adresse le conduisit à un bâtiment devant lequel il était passé des dizaines de fois. Un ancien studio de danse avec des miroirs encore visibles à travers les fenêtres poussiéreuses. Une femme en tailleur austère attendait à l'entrée, un dossier à la main, l'air de préférer être ailleurs. « Monsieur Chen,
Mademoiselle Michaels, je suis Patricia Coleman, de Montgomery Properties. Nous comprenons que vous rencontrez des difficultés avec votre emplacement actuel. Marcus échangea un regard avec Janet. Montgomery Properties, comme dans Isabella Montgomery. Mais ça n'avait aucun sens. Patricia continua d'un ton professionnel. Nous avons cet espace disponible. Il est vacant depuis un certain temps et notre direction a décidé qu'il pourrait être utilisé au profit de la communauté. Il s'agit d'un arrangement temporaire pendant la réparation de vos locaux. Janet prit la parole la première. Nous ne pourrions jamais payer le loyer. Il n'y a pas de loyer. Considérez cela comme une initiative de don d'entreprise. Nous vous demanderons de signer quelques documents, des décharges de responsabilité, des accords standards. Vous pourriez emménager dès lundi. Marcus parcourut l'espace, incrédule. C'était parfait. Plus grand que leur local d'origine, mieux éclairé, avec de vraies toilettes accessibles aux fauteuils roulants. Les miroirs seraient parfaits pour la thérapie par le mouvement. L'espace ouvert était idéal pour différentes stations d'activité. Pourquoi ? Demanda-t-il en se tournant vers Patricia. Pourquoi Montgomery Properties ferait-il ça ? Le masque professionnel de la femme se fissura légèrement. Je ne fais que suivre les instructions, monsieur Chen. La décision vient de très haut. Parfois, de bonnes choses arrivent pour des raisons qu'on n'a pas besoin de comprendre. Ils ont signé les papiers en quelques jours. Janet a vérifié les clauses, cherchant des pièges cachés, mais tout était clair. Utilisation de l'espace pendant 6 semaines minimum. Possibilité de prolonger si nécessaire. Montgomery Properties prendrait même en charge les charges et l'assurance de base. Alors que Patricia s'apprêtait à partir, elle a remis un deuxième dossier à Marcus. Oh, et ceci est accompagné d'instructions qui vous sont spécifiquement destinées. Bonne journée. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier avec une note dactylographiée. Chaque enfant mérite de réaliser son potentiel. Merci d'être là quand les autres ne peuvent pas l'être. Un ami qui comprend la valeur des papillons. Marcus a regardé la note, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit. Le timing, la générosité, la mention spécifique des papillons. Il a pensé à Isabella Montgomery dans le couloir du centre communautaire, le choc sur son visage quand elle avait vu les enfants. Mais pourquoi ? Quel lien pouvait-elle bien avoir ? C'est un miracle, dit Janet, déjà au téléphone pour prévenir les familles. Un véritable miracle. Attends que je le dise à Emma. Elle va être aux anges. Marcus plia soigneusement la note et la glissa dans son portefeuille. Quelle que soit la raison, quel que soit leur bienfaiteur, il ne poserait pas de questions. Pas quand cela signifiait qu'Emma pourrait courir après les papillons lundi, que Tommy pourrait s'entraîner à compter, que tous ses enfants pourraient retrouver leur espace sûr. Mais une partie de lui se demandait comment allait Isabella Montgomery, seule dans sa tour de verre et d'acier. Il avait vu quelque chose dans ses yeux ce jour-là. De la reconnaissance, de la douleur, quelque chose de plus profond que le simple fait d'une PDG surprenant le secret d'un employé. Tout le monde avait ses histoires cachées, ses chagrins privés. Peut-être même que les empereurs de l'industrie avaient de besoin de trouver des moyens de guérir. Ce soir-là, Isabella se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant la pluie ruisseler sur la vitre. Patricia avait appelé pour confirmer que tout était arrangé. D'ici lundi, Emma aurait un endroit où aller. Martha aurait un répit, et Marcus continuerait son travail discret consistant à réparer de petites choses cassées. Ce n'était pas suffisant. Cela ne suffirait jamais à compenser 3 ans d'absence. Mais c'était un début. Son téléphone était posé sur le bureau. Le numéro de Martha Walker n'était toujours pas composé. Bientôt, se promit Isabella. Bientôt, elle trouverait le courage de faire plus que déplacer de l'argent et des bâtiments. Bientôt, elle apprendrait à être présente comme Marcus, à se montrer, même quand ça faisait mal. Mais pour l'instant, elle avait fait ce qu'elle pouvait dans l'ombre, donnant de son abondance sans risquer son cœur. C'était de la lâcheté déguisée en gentillesse, et elle le savait. La pluie s'intensifia, transformant la ville en un tableau impressionniste. Quelque part, une petite fille rêvait de papillons, sans savoir que sa tante apprenait enfin, timidement, à se transformer. Le lundi matin arriva avec un soleil inhabituel, comme si le temps lui-même célébrait un nouveau départ. Marcus entra dans le studio de danse transformé, transportant des cartons de matériaux récupérés, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. Janet était déjà arrivée et dirigeait les bénévoles dans la mise en place de différentes zones d'activité. Les miroirs le long d'un mur reflétaient leurs mouvements déterminés, doublant le sentiment de possibilité. « Monsieur M, Monsieur M ». La voix d'Emma retentit avant même qu'il ne la voie. Elle franchit la porte à toute vitesse, sa grand-mère se dépêchant de la suivre. « Regarde cet endroit, on dirait un palais, et les miroirs. Je peux me voir partout. » Tommy n'était pas loin derrière, sa mère le guidant doucement dans l'espace. Ses yeux s'écarquillèrent devant l'étendue du sol poli. 2, 3, 4. Il se mit à compter ses pas, émerveillé par l'écho. En moins d'1 heure, tous les enfants habituels étaient arrivés,
ainsi que 3 nouveaux dont les parents avaient entendu parler du programme grâce à la couverture médiatique des inondations. L'espace se remplit d'un chaos contrôlé, de rires, de mouvements, du cliquetis des claviers spécialisés déballés. Marcus se surprit à s'arrêter régulièrement, toujours émerveillé par leur chance. Le mystérieux bienfaiteur avait pensé à tout. Du nouveau matériel sensoriel avait été livré pendant le week-end, meilleur que ce qu'ils avaient perdu. Une note accompagnant le matériel disait simplement « Pour les papillons ». Alors qu'il aidait Emma à installer son coin artistique près des fenêtres, elle a tiré sur sa manche. « Monsieur M, tu crois aux anges gardiens ? Pourquoi tu me demandes ça, Emma ? Grand-mère dit que quelqu'un de spécial doit veiller sur nous pour nous avoir donné cet endroit. » Elle avait les larmes aux yeux quand elle a dit ça. Emma a baissé la voix d'un air complice. Je pense qu'elle avait vraiment besoin qu'on revienne ici. Elle fait semblant d'être forte, mais je sais qu'elle est fatiguée. Marcus jeta un coup d'œil à Martha, qui était assise dans un fauteuil confortable que quelqu'un avait gentiment mis à disposition, en train de discuter avec d'autres aidants. Le soulagement sur son visage était évident. Ces quelques heures n'étaient pas seulement un répit pour les enfants. Elles étaient aussi une bouée de sauvetage pour les familles. Je pense que parfois, les gens peuvent être des anges gardiens les uns pour les autres, dit-il avec précaution. Emma acquiesça solennellement. Comme vous êtes le nôtre ? Avant qu'il n'ait pu répondre, elle s'éloigna en fauteuil roulant pour montrer ses nouvelles peintures à Tommy, laissant Marcus avec une boule dans la gorge. Il n'était l'ange de personne, juste un homme qui essayait d'honorer la mémoire de sa femme, de combler un peu le vide que son absence avait laissé dans le monde. Son téléphone vibra, lui signalant un message professionnel. Il allait devoir partir bientôt, rattraper les heures du matin ce soir, une fois que Lily serait endormie. Le numéro de jonglage ne s'arrêtait jamais, mais voir la joie d'Emma, Tommy comptait soigneusement, les autres enfants s'installer dans leur routine, ça valait tous les sacrifices. Isabella observait depuis sa voiture de l'autre côté de la rue, cachée derrière des vitres teintées. Elle se disait qu'elle vérifiait juste que l'espace fonctionnait, que son investissement était bien utilisé. Mais la vérité était plus compliquée. Voir Emma à travers les fenêtres de l'atelier, la regarder évoluer dans l'espace avec tant d'assurance, frappa Isabella comme un coup physique. La fille de Catherine, sa nièce, si vivante et pleine d'énergie, malgré tout ce que la vie lui avait fait subir. Le fauteuil roulant ne la définissait pas plus que le titre d'Isabella dans l'entreprise ne la définissait. Elle pouvait entrer à tout moment, franchir cette porte et se présenter. « Emma, je suis ta tante Bella. Je suis désolée d'avoir été absente. » Les mots se formaient dans son esprit, mais mouraient dans sa gorge. De quel droit pouvait-elle à nouveau perturber la vie de cet enfant ? Apparaître comme une parente sortie d'un conte de fées, alors que le dur travail des soins quotidiens incombait à Martha et à des gens comme Marcus. Son téléphone sonna. C'était encore le bureau de Tokyo. Toujours quelque chose d'urgent. Toujours un autre incendie à éteindre. Isabella le laissa sonner en regardant Marcus aider un garçon avec des attelles aux jambes à s'entraîner à marcher entre des barres parallèles. Quelle patience, quelle présence. À quand remonter la dernière fois où elle avait été vraiment présente pour autre chose que les marges bénéficiaires ? Elle pensa à sa sœur, à ses dernières tentatives pour combler le fossé qui se creusait entre elles. « Tu passes à côté, Bella », avait dit Catherine lors de leur dernière dispute. « Tu passes à côté de tout, la vie, l'amour, la famille. À quoi bon bâtir un empire si tu y es seule ?» Isabella avait rejeté ses propos comme étant sentimentaux, le luxe de quelqu'un qui ne comprenait pas le prix du succès. Mais Catherine avait compris quelque chose de bien plus précieux, que les empires s'effondraient, mais que les liens perdurent, que le fait d'être présent comptait plus que le fait de se mettre en avant. Un coup sur sa vitre la fit sursauter. Une femme âgée se tenait là, légèrement voûtée, vêtue d'un pull tricoté à la main. Martha Walker. Le cœur d'Isabella s'arrêta de battre. Elle baissa légèrement la vitre, essayant de se ressaisir. « Excusez-moi, ma chère », dit Martha d'une voix aimable mais fatiguée. « J'ai remarqué que vous étiez assise ici depuis un moment. Vous cherchez le programme pour enfants ? Il vient d'être transféré dans ce bâtiment. » Le moment s'étira entre elles. Martha ne la reconnut pas. Pourquoi l'aurait-elle reconnue ? Elle ne s'était rencontrée qu'une seule fois, au mariage de Catherine, quand Isabella était arrivée en retard et était partie tôt, avant la naissance d'Emma, avant que tout ne s'effondre. Non, La voix d'Isabella se brisa. Martha l'observa de ses yeux perçants qui démentaient son âge. Son expression changea. « Vous me semblez familière, ma chère. On s'est déjà rencontrés ?» C'était le moment où Isabella pouvait sortir de l'ombre, revendiquer sa place, affronter les conséquences de ses choix. Elle ouvrit la bouche, prête à dire « Je suis Isabella, la sœur de Catherine, la tante d'Emma. » Mais ce qui sortit fut « Je ne pense pas, je devrais y aller. » Elle remonta la vitre et s'éloigna, observant le visage perplexe de Martha dans le rétroviseur. « Lâche !» Ce mot résonnait dans son esprit alors qu'elle retournait à son bureau, dans sa tour sécurisée,
où les émotions étaient des handicaps et les relations des contrats. Mais elle n'arrivait pas à se concentrer sur son travail. Chaque feuille de calcul lui rappelait le sourire d'Emma. Chaque présentation lui rappelait l'enseignement patient de Marcus. Chaque succès lui semblait vide face à l'échec de sa vie personnelle. Cet après-midi-là, elle prit une décision qui la surprit elle-même. « Sharon, j'ai besoin que tu fasses des recherches. Les traitements de l'épilepsie pédiatrique, les meilleurs programmes, les analyses de coûts, tout. C'est pour une nouvelle entreprise, mademoiselle Montgomery, quelque chose comme ça. Si elle ne pouvait pas être la tante dont Emma avait besoin, elle pouvait peut-être au moins s'assurer que d'autres enfants comme Lily Chen aient accès aux meilleurs soins. Si elle ne pouvait pas être présente en personne, elle pouvait l'être d'une autre manière. C'était encore se cacher, encore éviter le véritable jugement, mais c'était déjà ça. Marcus est retourné au centre après le boulot et a trouvé Janet en larmes. Des larmes de joie. « Regarde ça », lui a-t-elle dit en lui montrant son ordinateur portable. « Quelqu'un vient de faire un don de 50 000 $ à notre programme. Anonyme via un portail de dons d'entreprise. La note dit simplement « Pour les enfants qui comptent les papillons ». Il a fixé l'écran, l'esprit en ébullition, l'espace, l'équipement et maintenant ça. Leur mystérieux bienfaiteur ne se contentait pas d'aider. Il transformait ce qui était possible. « On peut embaucher une autre aide », continua Janet, déjà en train de planifier. Organiser des sessions en soirée pour les parents qui travaillent. Peut-être même lancer ce programme de musicothérapie dont on rêvait. Marcus repensa à la question d'Emma sur les anges gardiens. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que parfois, la grâce se manifestait de manière inattendue, provenant de sources inattendues. Monsieur Chen, une petite voix l'interrompit. La mère de Tommy se tenait dans l'embrasure de la porte, son fils à ses côtés. « Désolé de vous déranger, mais Tommy a insisté pour vous montrer quelque chose. » Le garçon s'avança, serrant un morceau de papier dans sa main. En se concentrant bien, il avait écrit son nom, T-M-I-R, en lettres tremblantes mais claires. « Je me suis entraîné tout le week-end, dit-il fièrement, comme tu me l'as montré. » Marcus s'agenouilla à la hauteur de Tommy, les yeux brûlants de larmes contenues. « C'est incroyable, Tommy, tu as travaillé si dur. Maintenant, je peux écrire des mots à ma maman, » annonça Tommy. « Et à toi, à Emma et à tout le monde, pour célébrer cette étape importante. » Aucun d'entre eux ne remarqua la caméra de sécurité dans le coin, ni ne savait que ces images étaient retransmises sur un écran privé dans un bureau en penthouse à l'autre bout de la ville. Isabella les observait, la main pressée contre sa bouche, essayant de retenir 3 ans d'émotions refoulées. Elle avait construit des murs si hauts qu'elle ne pouvait plus voir par-dessus. Mais peut-être, juste peut-être, trouvait-elle le moyen de construire des portes à la place. Ce soir-là, Marcus borda Lily dans son lit, reconnaissant d'avoir passé une autre journée sans crise. Sa fille dessinait maintenant des papillons, inspirés par ses histoires sur Emma. « Papa, pourquoi tu aides ces enfants ?» demanda Lily d'une voix endormie. Il réfléchit à la réponse à lui donner. « À cause de ta mère, parce que ça comble le vide, parce que parfois, la seule façon de guérir soi-même est d'aider les autres à guérir. Parce que tout le monde a besoin de quelqu'un qui croit en lui, finit-il par dire. Même les adultes. Je crois en toi, papa. Je sais, ma chérie, c'est ce qui me fait avancer. » Alors que Lily s'endormait, Marcus resta assis dans le silence de sa chambre, pensant aux cadeaux et à la grâce. Quelque part dans la ville, leur bienfaiteur accomplissait des miracles dans l'ombre. Il n'avait pas besoin de savoir qui il était, ni pourquoi il agissait ainsi. Il avait juste besoin de recevoir le cadeau et de bien l'utiliser. Mais une partie de lui aurait aimé pouvoir leur dire ce que cela signifiait. Ce qu'il ressentait en regardant Emma peindre de nouveaux papillons sur des miroirs qui reflétaient infiniment sa joie. Comment le nom écrit de Tommy était une victoire qui valait plus que n'importe quel succès commercial. Comment parfois les plus petits actes de gentillesse créaient les plus grandes transformations. Isabella se tenait à sa fenêtre alors que la ville s'endormait dans la nuit. Demain, elle retournerait dans son empire, avec ses exigences sans fin de réussite. Mais ce soir, elle se permettait d'imaginer une vie différente. Une vie où elle avait choisi la présence plutôt que le profit, où elle connaissait la couleur préférée d'Emma et le livre préféré de Tommy, où elle pouvait accepter les 12 enseignements de Marcus sur la patience et le sens de la vie. La fenêtre reflétait son visage, plus vieux que son âge, marqué par l'ambition et la perte. Mais pour la première fois en 3 ans, elle y voyait aussi autre chose. Une possibilité. Le papillon était encore dans sa chrysalide, mais il commençait à s'agiter. 3 semaines après avoir commencé leur nouvelle routine au studio, tout a changé à cause d'un simple coup de fil. Marcus aidait Emma avec un programme informatique quand son téléphone a sonné avec insistance. L'école de Lily. « Monsieur Chen, votre fille a eu une grave crise d'épilepsie. Les ambulanciers la transportent actuellement à l'hôpital pour enfants. » Le monde s'est mis à tourner. Les mains de Marcus tremblaient tandis qu'il attrapait ses clés, son esprit envisageant les pires scénarios. Janet a vu son visage et est tout de suite intervenue. « Allez-y, a-t-elle dit,
On s'occupe de tout ici, monsieur M. La voix inquiète d'Emma la suivit. Lily va bien? Il n'a pas pu répondre, incapable de prononcer un mot à cause de la terreur qui lui serrait la gorge. Le trajet jusqu'à l'hôpital s'est déroulé dans un flou de feux de circulation et de prières désespérées. C'était la grosse crise. La crise qu'ils avaient toujours redoutée. Celle qui pourrait ne jamais s'arrêter. Les urgences étaient un chaos contrôlé. Marcus trouva Lily inconsciente, reliée à des moniteurs, une équipe s'efforçant de contrôler la crise qui se poursuivait. 40 minutes. Elle était en crise depuis 40 minutes. Les mots du médecin le submergèrent. État de mal épileptique, protocole de traitement, intubation possible. Sarah devrait être là. Sarah saurait quelles questions poser, comprendrait le jargon médical. Mais Sarah était partie et il était seul pour prendre des décisions qui pourraient déterminer si sa fille vivrait ou mourrait. Nous devons l'admettre en soins intensifs, expliqua le neurologue. Les prochaines 24 heures sont critiques. Marcus s'effondra sur une chaise à côté du lit de Lily pendant qu'il se préparait pour le transport. Son téléphone vibrait sous l'effet des messages. Janet prenait des nouvelles. Les parents du programme offraient leurs prières. Son supérieur lui demandait des nouvelles d'un projet. Le monde extérieur lui semblait incroyablement lointain. Dans son bureau, Isabella était en train de relire les rapports trimestriels lorsque son assistante frappa à la porte avec insistance. « Madame Montgomery, je pense que vous devriez savoir. Marcus Chen n'a pas remis les dossiers du projet Johnson. Il ne répond pas aux messages. » Isabella fronça les sourcils. Marcus ne manquait jamais une échéance. Quand avait-il été vu pour la dernière fois? Il était parti précipitamment vers 14 heures. Les caméras de sécurité le montraient en train de courir vers sa voiture. Une peur glaciale s'installa dans l'estomac d'Isabella. Elle repensa au dossier personnel de Lily, à son épilepsie, à toutes les fois où Marcus était arrivé épuisé, mais avait quand même fait son boulot. Sans réfléchir, elle consulta les systèmes d'admission des hôpitaux de la ville. Une connexion provenant d'un logiciel médical lui donna accès à ces infos. Et voilà, Lily Chen, 8 ans, admise à l'unité de soins intensifs de l'hôpital pour enfants. État critique. Isabella fixa l'écran, ses défenses soigneusement construites s'effondrant. Elle a pensé à Marcus, assis tout seul dans une chambre d'hôpital, regardant sa fille se battre pour sa vie. Elle a pensé à Emily, qui avait perdu ses parents, aux mains ridées de Martha essayant de réconforter. À toutes ces fois où les gens avaient juste besoin que quelqu'un soit là, et à toutes les fois où elle avait choisi de ne pas être là. Sharon, vide mon agenda. Mais la conférence téléphonique de Pékin, vide tout. Le trajet jusqu'à l'hôpital pour enfants l'a fait replonger dans ses souvenirs. Le même trajet qu'elle avait emprunté il y a 3 ans lorsque Catherine avait eu son accident. Le même parking où elle était restée assise dans sa voiture, incapable d'entrer, laissant son assistante s'occuper des arrangements pendant qu'elle retournait au travail. Pas cette fois-ci. L'unité de soins intensifs était un lieu où les voix étaient étouffées et où régnaient des rythmes mécaniques. Isabella trouva Marcus dans la salle d'attente réservée aux familles, la tête entre les mains, toujours muni de son badge de bénévole du centre communautaire. Il leva les yeux lorsqu'elle s'approcha, le visage marqué par la confusion et l'épuisement. « Madame Montgomery, que faites-vous ici ? » « Je suis au courant pour le centre communautaire, » dit-elle doucement en s'asseyant à côté de lui. « Je sais ce que vous faites pour ces enfants, et je sais que vous ne devriez pas être seul en ce moment. » La confession resta suspendue entre eux. Marcus la fixa, comprenant peu à peu. Le studio, le don, c'était toi. Elle acquiesça, incapable de le regarder dans les yeux. « Il y a autre chose, je dois te dire quelque chose à propos d'Emma. » Mais avant qu'elle puisse continuer, une alarme retentit dans la chambre de Lily. Marcus bondit. Isabella fut oubliée lorsque le personnel médical se précipita dans la pièce. À travers la porte, elle pouvait voir la petite silhouette sur le lit. Si immobile, si fragile. « Elle fait une nouvelle crise, » expliqua une infirmière. « On doit ajuster le protocole médicamenteux. » Marcus se tenait à la porte, impuissant. Isabella le regarda lutter contre le désespoir. Elle vit le moment où ses épaules commencèrent à se briser. Sans réfléchir, elle posa une main sur son bras. « Elle est forte, » dit Isabella, comme son père. « Je ne peux pas la perdre, elle aussi. » Les mots sortirent de sa bouche, brisés. « Elle est tout ce qui me reste de Sarah. Parle-moi de Sarah. » Et d'une manière ou d'une autre, dans cette salle d'attente stérile, alors que sa fille luttait pour sa vie, Marcus se retrouva à parler de sa rencontre avec Sarah à l'université, de sa passion pour les soins infirmiers pédiatriques, de son rire qui pouvait remplir une pièce, de l'accident, des choix impossibles, du regard de Lily qui était exactement comme celui de sa mère. Isabella écoutait vraiment, comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Quand il parla de ses débuts au centre communautaire, de son envie d'honorer la mémoire de Sarah en aidant les enfants qu'elle aurait aimés, Isabella sentit ses dernières défenses s'effondrer. « Emma Walker est ma nièce, » dit-elle quand il fit une pause. « Catherine était ma sœur. Je n'ai pas vu Emma depuis qu'elle a 4 ans.
J'ai choisi mon entreprise plutôt que ma famille, et maintenant, il est trop tard pour réparer mes torts envers Catherine. Mais Emma, j'ai été trop lâche pour affronter ce que j'ai fait. Marcus se tourna vers elle, comprenant enfin. C'est pour ça que tu étais au centre. Tu venais voir comment elle allait. Je t'ai suivi. Je pensais que tu cachais quelque chose de terrible. Et au lieu de ça, j'ai découvert que tu étais la personne dont Emma avait besoin. La personne que j'aurais dû être. Ils restèrent assis en silence. Deux personnes brisées dans un endroit où les faux-semblants n'avaient aucune importance. L'unité de soins intensifs bourdonnait autour d'eux, la vie et la mort dansant leur danse éternelle. « Il n'est pas trop tard », dit Marcus. Enfin, Emma interroge parfois Martha sur la famille de sa mère. Elle sait qu'elle a une tante quelque part qui est très importante et très occupée. Martha a essayé de lui expliquer, mais Emma continue d'espérer. Comment vais-je pouvoir les affronter après 3 ans ? Comment vais-je leur expliquer que j'ai préféré les feuilles de calcul aux histoires avant de dormir, de la même manière que j'affronte ces enfants 2 fois par semaine en sachant que je ne peux pas résoudre leurs problèmes. Tu te présentes, tout simplement. Tu fais ce que tu peux. Tu essaies d'être meilleur qu'hier. Un médecin est apparu dans l'embrasure de la porte. Monsieur Chen, Lily réagit au nouveau protocole. Les crises ont cessé. On est prudemment optimiste. Marcus s'est affaissé de soulagement. Isabella s'est surprise à lui serrer la main. Les frontières s'effacent face à l'humanité commune. Ils sont retournés au chevet de Lily, où la petite fille était enfin paisible, respirant régulièrement. Elle adore aussi les papillons, a dit Marcus doucement. Elle a commencé à les dessiner après que je lui ai parlé des peintures d'Emma. Peut-être que lorsqu'elle ira mieux, elles pourront se rencontrer. Isabella regardait les moniteurs suivre les signes vitaux de Lily. Chaque bip était une petite victoire. J'aimerais les connaître toutes les deux. Ça ne sera pas facile. Martha a tout à fait le droit d'être en colère. Emma pourrait ne pas comprendre. Je suis douée pour les choses difficiles, dit Isabella avec un faible sourire. J'ai juste choisi les mauvaises choses difficiles pendant trop longtemps. Ils veillèrent ensemble toute la nuit. Isabella, qui n'avait pas pris un seul jour de congé maladie en 5 ans, était assise sur une chaise inconfortable à côté d'un homme qu'elle avait failli licencier, veillant sur une enfant qu'elle n'avait jamais rencontrée. Lorsque Lily ouvrit brièvement les yeux à l'aube, Isabella y vit Sarah. La même gentillesse que celle de Marcus, la même force douce. « Papa ». La voix de Lily n'était qu'un murmure. « Je suis là, ma chérie. Tout va bien se passer. J'ai raté la journée des papillons ?» La voix de Marcus se brisa. « On aura plein d'autres journées des papillons, je te le promets. » Alors que Lily se rendormait, désormais stable, Isabella prit une décision. Elle sortit son téléphone personnel et fit défiler les numéros jusqu'à celui qu'elle avait peur d'appeler depuis 3 ans. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Marcus. « Quelque chose que j'aurais dû faire le jour des funérailles, » répondit Isabella. « J'appelle Martha Walker. Il est temps que j'arrête de me cacher derrière des dons et que je me montre enfin pour ma famille. » Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois. Une voix âgée répondit, prudente et fatiguée. « Bonjour Martha. Je suis Isabella Montgomery, la sœur de Catherine. Je sais que je n'ai pas le droit d'appeler après tout ce temps, mais j'ai besoin de te parler d'Emma, de tout. » Le silence se prolongea si longtemps qu'Isabella crut que la ligne avait été coupée. Puis la voix de Martha, chargée d'émotion. « On attend cet appel depuis 3 ans. » Alors que le soleil se levait sur l'hôpital, peignant les murs stériles de sa chaleur, Isabella entama la négociation la plus difficile de sa vie. Pas pour une fusion ou une acquisition, mais pour obtenir le pardon, pour retrouver sa place dans la famille qu'elle avait abandonnée. Marcus écouta ses mots maladroits, ses promesses de s'améliorer, sa reconnaissance de son échec. Quand elle raccrocha enfin, les larmes coulant sur son visage, il lui tendit un mouchoir de la boîte que les infirmières avaient laissée. « Elle veut me rencontrer », dit Isabella, stupéfaite. « Aujourd'hui, dit-elle, Emma a posé des questions sur les papillons toute la semaine, et il est peut-être temps qu'elle apprenne d'où vient vraiment son amour pour eux. D'où vient-il » Isabella sourit à travers ses larmes. « Catherine et moi les attrapions quand nous étions enfants. J'étais plus âgée, plus courageuse. Je les attrapais pour qu'elles puissent les voir de près, puis je les relâchais. Elle disait que j'étais magique parce que je pouvais tenir quelque chose d'aussi beau sans le casser. Sa voix se brisa. J'avais oublié cette partie de moi-même. J'avais oublié comment tenir les belles choses avec douceur. » Lily remua dans son lit et les 2 adultes se tournèrent vers elle pour voir si tout allait bien. La crise était passée, les laissant tous changer. Marcus avait appris qu'il n'avait pas à tout supporter seul. Isabella avait appris que certains risques valaient de la peine d'être pris, même s'ils n'offraient aucune garantie de profit. « Quand tu verras Emma aujourd'hui, » dit Marcus, « dis-lui monsieur. M dit qu'elle est le papillon le plus courageux qu'il connaisse. » Isabella acquiesça, rassemblant son courage pour les retrouvailles à venir. 3 années de barrière étaient sur le point de tomber. Ce serait compliqué, imparfait, rien à voir avec l'efficacité impeccable d'une transaction commerciale.
Mais en voyant le visage reconnaissant de Marcus devant le sommeil paisible de Lily, en voyant le lever du soleil promettant un nouveau départ, Isabella sut qu'elle était enfin prête à être plus qu'une PDG. Elle était prête à être tante. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres du modeste appartement de Martha Walker, projetant des rectangles dorés sur la moquette usée. Isabella se tenait à la porte, son sac à main de créateur lui semblant absurdement déplacé, le cœur battant plus fort que lors de n'importe quelle présentation d'1 milliard de dollars. Elle avait changé 3 fois de vêtements, optant finalement pour un pantalon simple et un pull doux, essayant de ressembler à une tante, pas à une PDG. Martha ouvrit la porte avant qu'elle n'ait pu frapper. Les années l'avaient vieilli, ajoutant des rides d'inquiétude et de chagrin, mais ses yeux restaient vifs et perspicaces. Pendant un instant, elles se regardèrent simplement. La grand-mère qui avait pris le relais et la tante qui s'était éloignée. Elle est dans sa chambre. Elle regarde son livre sur les papillons, dit Martha doucement. Je lui ai dit que quelqu'un de spécial venait lui rendre visite, quelqu'un qui connaissait sa maman. Isabella eut la gorge serrée. Martha, je ne suis pas encore prête. L'aînée l'interrompit gentiment. D'abord, va voir ta nièce. Ensuite, on s'occupera du reste. L'appartement était petit, mais impeccable, rempli de traces de la présence d'un enfant. Des dessins recouvraient le frigo. Des jouets adaptés remplissaient un panier près du canapé. Une petite rampe menait au couloir. C'était ça, l'amour. Pas de grands gestes, mais des aménagements quotidiens. Une présence constante. Emma, appela Martha. Ta visiteuse est là. Le bruit des roues sur le parquet précéda l'apparition d'Emma. Elle se dirigea dans le salon avec aisance dans son fauteuil roulant rose, le visage rayonnant de curiosité. Isabella retint son souffle. Elle avait les yeux de Catherine, le menton déterminé de son père, mais quelque chose d'unique à Emma dans la façon confiante dont elle évoluait dans le monde. « Bonjour », dit Emma poliment, puis elle pencha la tête. « Tu as l'air triste. Ça va ?» Isabella se retrouva à genoux, à la hauteur d'Emma, les mots lui manquant. Comment se présenter à une enfant de 7 ans qu'on a abandonnée? Comment expliquer 3 ans d'absence à une enfant qui a déjà tant perdu? « Je suis… » commença-t-elle, puis elle s'arrêta. « Je connaissais ta maman. On a grandi ensemble. » Le visage d'Emma s'illumina. « Vraiment, grand-mère ?» Elle connaissait maman. Elle se tourna vers Isabella, l'excitation remplaçant la politesse. Comment était-elle quand elle était petite? Elle aimait aussi les papillons? Elle les adorait, répondit Isabella. On les attrapait dans notre jardin. Elle avait toujours trop peur pour les tenir, alors je les attrapais et je les lui apportais. Elle disait qu'ils ressemblaient à des fleurs volantes. C'est ce que je pense aussi, s'exclama Emma. Monsieur M dit que les papillons sont courageux parce qu'ils se transforment en quelque chose de nouveau. Est-ce que toi et maman étiez les meilleurs amis? Oui, répondit Isabella d'une voix brisée. Nous étions sœurs. Le mot resta suspendu dans l'air. Emma écarquilla les yeux, assimilant cette information avec la logique directe des enfants. Elle regarda Martha, qui acquiesça d'un signe de tête encourageant, puis se tourna vers Isabella. Des sœurs comme celles que j'aurais aimé avoir. Mais cela signifie que la compréhension se dessina sur son visage. Es-tu tante Bella, celle qui est sur les photos de maman? Isabella acquiesça, incapable de parler à cause de la boule dans sa gorge. Mais grand-mère a dit « Tu vis très loin, dans un grand bâtiment important, où tu fais des choses importantes ?» Emma se rapprocha en roulant. Elle observa Isabella avec ses yeux pénétrants. « Pourquoi n'es-tu pas venue avant ?» La question que tous les adultes auraient éludée, posée avec une franchise innocente. Isabella sentit le regard de Martha, qui attendait de voir comment elle allait gérer ce moment de vérité. « Parce que j'ai fait une erreur », dit simplement Isabella. « Je pensais que mon grand bâtiment et mes choses importantes étaient plus importants que ma famille. J'avais tort, et je suis vraiment, vraiment désolée. » Emma réfléchit à ça avec le sérieux que les enfants apportent aux questions importantes. Tout le monde fait des erreurs. Monsieur M dit que c'est comme ça qu'on apprend. Tu as appris? J'essaie. D'accord. L'acceptation d'Emma était aussi simple et bouleversante que ça. Tu veux voir mes papillons? J'ai tout un livre et j'en ai peint de nouveau dans l'endroit spécial que Monsieur M a trouvé pour nous. Il y a des miroirs. L'heure suivante s'écoula dans un tourbillon de livres sur les papillons, de dessins et d'histoires. Emma racontait chaque élément avec enthousiasme, montrant à Isabella son monde à travers les yeux d'une enfant de 7 ans. Le centre communautaire occupait une place importante. Monsieur M lui apprenait les lettres sur l'ordinateur. Tommy apprenait à compter. L'inondation qui avait fait peur à tout le monde. Le nouvel endroit magique qui était apparu juste au moment où ils en avaient besoin. Quelqu'un de très gentil nous l'avait offert. Emma expliqua sérieusement. Monsieur M dit que c'est comme quand les papillons aident les fleurs en transportant le pollen. Parfois, les gens aident sans que tout le monde le sache. Isabella croisa le regard complice de Martha, mais resta silencieuse. Emma n'avait pas besoin de savoir encore, peut-être même jamais. Ce cadeau avait autant pour but d'apaiser sa propre culpabilité
que d'aider les enfants. Vous restez dîner? Demanda soudain Emma. Grand-mère fait de très bons spaghettis et je l'aide à remuer. Je fais très attention à ne pas renverser. Isabella regarda Martha, qui acquiesça légèrement. Si ça ne dérange pas ta grand-mère, j'adorerais rester. Le dîner fut une révélation. Isabella, qui mangeait habituellement seule à son bureau ou lors de dîners d'affaires où la nourriture passait après les affaires, se retrouva dans une petite cuisine où une fillette de 7 ans remuait soigneusement la sauce, tandis qu'une femme âgée transformait l'argent des courses en amour. Elles s'adaptèrent naturellement aux besoins d'Emma. Des poignées spéciales sur les ustensiles, un coussin pour l'aider à mieux atteindre les plats. Les mouvements étaient chorégraphiés autour de sa chaise. « Parle-moi de la petite fille de Monsieur M », a dit Emma entre deux bouchées. Il dit qu'elle aime aussi les papillons. Isabella a partagé ce qu'elle savait sur Lily, observant le visage d'Emma s'illuminer à l'idée d'une amie potentielle. La conversation s'est déroulée avec une facilité surprenante. Le bavardage d'Emma comblait les silences qui auraient pu être gênants, mais finalement, l'enfant a bâillé et Martha a suggéré qu'il était temps d'aller se coucher. « Tu reviendras ?» demanda Emma à Isabella à la porte de sa chambre. « Tu pourrais peut-être venir au centre. Monsieur M aimerait te rencontrer et tu pourrais voir mon mur de papillons. »« Je reviendrai, » promit Isabella. « Peut-être la semaine prochaine. »« Mardi, c'est le jour des papillons, » dit Emma avec fermeté. « Ce serait parfait. » Une fois Emma installée, Isabella et Martha retournèrent dans le salon. La conversation légère avait disparu, remplacée par le poids des mots non dits. « Elle est merveilleuse, » dit finalement Isabella. « Tu as fait un travail formidable avec elle. Elle rend les choses faciles, » répondit Martha. « Même les jours difficiles, elle trouve de quoi sourire. Catherine serait fière. Catherine serait horrifiée de voir ce que je suis devenue. » Les mots sortirent avec amertume. Elle a essayé de me le dire et je n'ai pas voulu l'écouter. Martha est restée silencieuse pendant un long moment. Catherine savait qui tu étais. Elle t'aimait quand même, mais elle s'inquiétait pour toi, Isabella. Elle craignait que tu te réveilles un jour et que tu te rendes compte que tu avais troqué ton cœur contre un compte en banque. C'est ce que tu penses que j'ai fait? Je pense que tu t'es perdu, a dit Martha doucement. De la même manière que les gens se perdent dans le chagrin, tu t'es perdu dans le succès. Mais les gens perdus peuvent retrouver leur chemin s'ils sont prêts à demander leur route. Je ne sais pas comment faire, admit Isabella. Je sais comment diriger une entreprise, comment analyser les marchés, comment faire fructifier l'argent. Je ne sais pas comment être une tante. Je ne sais pas comment assister aux pièces de théâtre de l'école, aux rendez-vous chez le médecin ou aux mardis ordinaires. Emma n'a pas besoin d'une tante parfaite. Martha a dit qu'elle avait besoin d'une tante présente. Tu peux faire ça? Tu peux être présente? Isabella a pensé à Marcus à l'hôpital, veillant sur Lily, à la façon dont il s'était présenté au centre malgré son épuisement, à l'importance de sa présence plutôt que de la perfection. Je veux essayer. J'ai aussi, a-t-elle dit en sortant un dossier qu'elle avait apporté. Je veux aider pour les dépenses, les frais médicaux, la thérapie, l'équipement. Tout ce dont Emma a besoin, tout ce dont vous avez besoin. L'expression de Martha s'est légèrement durcie. On n'a pas besoin de ton argent, Isabella. On s'en sort. Je sais que c'est le cas. Mais tu ne devrais pas avoir à te contenter de t'en sortir. Tu as 74 ans, tu élèves un enfant ayant des besoins particuliers et tu vis de la sécurité sociale. Laisse-moi au moins t'aider pour ça. L'argent, c'est facile pour toi, fit remarquer Martha. C'est être présente qui est difficile. Que dirais-tu de ça? Tu viens au Mardi Papillon pendant 1 mois. Montre à Emma que tu es sincère. Ensuite, on parlera du reste. C'était un test, réalisa Isabella. Et un test équitable. L'argent avait toujours été son substitut au cadeau. Martha l'a forcé à faire un autre choix. D'accord, les Mardis Papillons, je serai là. Et Isabella. La voix de Martha s'adoucit. Ce centre, ce nouvel espace qui est apparu juste au moment où on en avait besoin. Emma ne sait peut-être pas que c'était toi, mais moi, je l'ai compris. Merci. Tu lui as rendu son refuge. Isabella rentra chez elle en voiture à travers des rues qui lui semblaient différentes. La ville qu'elle avait conquise lui paraissait plus petite, moins importante que les peintures de papillons d'une fillette de 7 ans. Son téléphone affichait 17 appels manqués, 43 emails, tous marqués comme urgents. Aucun d'entre eux ne lui semblait aussi urgent que de tenir sa promesse à Emma. Elle appela Marcus depuis sa voiture. « Comment va Lily ?»« Mieux. Beaucoup mieux. Il pourrait la laisser sortir demain. » Il a fait une pause. « Comment ça s'est passé ? Je suis invité au Butterfly Tuesday. Emma veut me présenter Mister. Mon fils, elle pouvait entendre son sourire à travers le téléphone. « Marcus, comment sont les enfants de 7 ans ? J'ai besoin d'apprendre tout. Leurs plats préférés, leurs jeux, leurs livres. Je ne peux pas me permettre de tout gâcher. Sois toi-même, lui conseilla-t-il. Enfin, peut-être pas la PDG, mais celle qui s'était assise à mes côtés à l'hôpital. Celle qui se souvenait avoir attrapé des papillons pour sa sœur. Ce soir-là, Isabella fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années.
Elle éteignit tous ses appareils, ignora les demandes urgentes de son empire et regarda de vieilles photos d'elle et de Catherine. Sur chaque photo, Catherine souriait, tendant la main vers quelque chose. Une fleur, un papillon, la main d'Isabella, toujours tendue. Alors qu'Isabella regardait toujours ailleurs, vers quelque chose en dehors du cadre, elle a trouvé la dernière carte d'anniversaire que Catherine lui avait envoyée, cachée dans un tiroir où se trouvaient les choses douloureuses. « Bella, disait-elle, j'apprends à Emma ce que sont les papillons. Je lui ai dit à quel point ils sont courageux de se transformer en quelque chose de magnifique. Ça m'a rappelé ma grande sœur, qui, je l'espère, se souvient qu'elle a des ailes. Je t'aime pour toujours, Cathy. » Isabella tint la carte et se laissa enfin pleurer sa sœur qu'elle avait perdue, les années qu'elle avait gâchées, l'enfant qu'elle avait abandonné, mais aussi la possibilité de se transformer, de devenir quelque chose de nouveau. Le mardi arriva, gris et pluvieux. Mais Isabella arriva au centre avec 15 minutes d'avance. Par la fenêtre, elle regarda Marcus installer les ateliers d'activité. Emma était déjà à sa table d'art. Tommy s'entraînait à écrire ses lettres. La scène qui l'avait autrefois choqué lui donnait maintenant l'impression de rentrer à la maison. Tante Bella. La voix d'Emma retentit lorsqu'elle entra. Tout le monde, voici ma tante Bella. Elle attrape des papillons. Et juste comme ça, Isabella fut entraînée dans le rythme du mardi des papillons. Emma la présenta à tout le monde avec fierté. Elle lui montra chaque recoin de leur endroit spécial. Lorsque Marcus croisa son regard et lui dit « Merci », sans un mot, Isabella ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Un but, un vrai but. Pas le genre de but qui se mesure en marge bénéficiaire, mais en sourire d'enfant. Dans le dégel progressif de Martha, dans le fait d'être présente pour les petits moments qui font la vie. « Tante Bella », dit Emma en tirant sur sa manche. « Tu veux peindre un papillon avec moi ?» Isabella s'assit prudemment à côté du fauteuil roulant de sa nièce. Elle prit un pinceau avec des mains plus habituées à signer des contrats qu'à créer de l'art. Par quelle couleur commencer? Le violet, décida Emma. La couleur préférée de maman, mais aussi le jaune, parce que c'est une couleur joyeuse. Et le bleu, comme le ciel. Toutes les couleurs, parce que les papillons ne sont pas qu'une seule chose. Alors qu'Isabella peignait aux côtés de sa nièce, elle se dit qu'Emma avait raison. Les papillons n'étaient pas qu'une seule chose, les gens non plus. Parfois, si on avait beaucoup de chance et qu'on était très courageux, on avait la chance de se transformer en quelque chose de nouveau. L'Empire serait toujours là demain pour réclamer son dû. Mais aujourd'hui, c'était mardi papillon et Isabella Montgomery, PDG millionnaire et tante absente, apprenait enfin à voler. Dehors, la pluie s'était arrêtée et le soleil perçait les nuages, projetant des arcs-en-ciel à travers les gouttes d'eau sur les fenêtres. Emma rit de joie en montrant les couleurs qui dansaient sur leur peinture. « Tu vois, tante Bella, même la pluie peut créer quelque chose de beau. Il suffit d'avoir la bonne lumière. » Isabella serra sa nièce dans ses bras avec précaution, attentive au fauteuil roulant, mais désespérée de créer un lien. « Tu as tout à fait raison, Emma. Il suffit d'avoir la bonne lumière. » Et pour la première fois en 3 ans, Isabella sentit cette lumière percer ses propres nuages, lui promettant que même les plus longues tempêtes finissaient par passer, laissant le monde propre et prêt pour une nouvelle croissance. Le papillon était enfin sorti de sa chrysalide, les ailes humides mais intactes, prêt à s'envoler.